Donc, je me présente avant de commencer. Merci d'être tous là. Je m'appelle Marie-Pia Dorto, je suis médecin. Je fais de la médecine du sommeil depuis fort longtemps, on va dire. Je vais le dire comme ça sera moins vexant, entre guillemets, pour moi. Et donc, nous allons parler ce matin de sommeil, justement. J'étais ravie d'avoir été sollicitée par votre école d'architecture pour faire un topo sur le sommeil parce que on sait que les architectes, les écoles d'architecture, vous avez l'habitude de travailler en charrette, c'est-à-dire de vous mettre en dette de sommeil et de travailler 2, 3, 4, 5 jours d'affilée, peut-être même plus d'ailleurs, en passant des nuits blanches ou quasiment, avant de rendre des projets. Et donc, tout ça vous met en dette de sommeil. Et la dette de sommeil, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour la créativité. Et je pense que la créativité, c'est un sujet important pour vous. Et donc, je vais bientôt afficher mes diapos dès que... partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? 1, 2, 3. Est-ce que je parle dans le vide ? Est-ce que vous m'entendez ? Bon, je vais faire l'hypothèse que Oui, vous on voit bien m'entendez. votre écran. Très bien. Et donc voilà, les diapositives, le titre, ce serait Sleep to Dream, Dream to Create, c'est-à-dire dormez pour rêver, rêver pour créer. Et encore une fois, je pense que la question de la création est une question importante. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais une déclaration de mes liens d'intérêt. J'ai des financements issus de l'industrie ou des financements institutionnels pour les travaux de recherche et diverses missions, et également comme consultant. Alors, le topo va se dérouler en plusieurs parties. On va d'abord définir le sommeil, s'il a besoin d'une définition, décrire le sommeil. Je vais vous dire un mot de neurobiologie du sommeil. Alors, l'objectif n'est pas de vous perdre. Encore une fois, je sais bien que vous êtes étudiant en architecture et pas en sciences ni en médecine, mais juste pour placer quelques éléments pour vous montrer que le sommeil est une période très active de notre vie. Après, nous parlerons de régulation du sommeil, une diapositive sur les rôles du sommeil, et puis on terminera sur alors, sommeil et cognition. Alors, sur une discussion un peu générale sur sommeil et cognition, et sommeil et créativité. Et je vous invite à, si vous avez des questions, comme là, le format en Zoom ne se prête pas aux questions de façon très interactive, de s'arrêter vers 11h15 et qu'à ce moment-là, il y a un temps d'échange avec vos questions. Et donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse les aborder à la fin. Alors, description du sommeil. Le sommeil, c'est une suspension partielle périodique des rapports sensitivomoteurs et sensoriels de l'individu avec l'environnement, mais cette suspension est immédiatement réversible sous l'effet d'une stimulation. Et c'est ce qui fait la différence avec le coma. Nous allons voir dans les diapositives suivantes que le sommeil n'est pas un processus passif, ce n'est pas vos disques durs qui se mettent en veille, en fonctionnement ralenti, mais c'est un processus actif qui va faire intervenir d'autres zones du cerveau que la veille. Le sommeil a plusieurs stades comportementaux et neurophysiologiques distincts. Alors, neurophysiologique, ça veut dire au niveau de l'enregistrement de l'activité cérébrale, par exemple. Et pour illustrer les stades comportementaux, pour vous les décrire, il y a la veille, ce que vous êtes là tout de suite, enfin j'espère en tout cas. Et puis après, il y a une espèce de phase de transition ou de sommeil léger. Typiquement, vous êtes à une soirée avec des copains, vous êtes sur le canapé et puis l'attention devient flottante, vos yeux se ferment et vous entrez dans un stade un peu de sommeil léger, intermédiaire, où vous gardez encore un peu de... Vous entendez ce qui se passe autour de vous, mais en réalité, vous avez commencé à dormir. Et puis après, il y a des sommeils profonds, avérés, donc, où là, vous n'interagissez plus avec l'entourage. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'il y a plusieurs stades comportementaux. Alors, pourquoi il ne veut plus avancer ?
En termes d'état, veille, sommeil, il y a 3 grands états. Il y a l'état de veille, inutile de le définir. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ceux d'entre vous qui avez des chats, vous les avez déjà, ou même ceux qui n'ont pas de chat, vous avez déjà vu dormir, enfin, être éveillé et dormir un chat. Donc, il est éveillé, état de veille, c'est facile. Après, quand il commence à vouloir s'endormir, vous le voyez, avec ses petites papates, il tapote le coussin, il prépare son lieu de sommeil, et puis il s'accroupit et il s'endort. Il s'endort dans cette position replié sur lui-même. Et puis à un moment donné, et donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle du sommeil lent. Et ce sommeil lent va se caractériser par une activité électrique du cerveau qui va se ralentir, d'où le terme de sommeil lent. Et on va distinguer le sommeil lent léger, intermédiaire, et puis le sommeil lent profond, qui sont donc les 3 stades, sous-stades du sommeil lent. Et puis à un moment donné, toujours si vous regardez ce même chat, vous allez voir, il va basculer sur le côté, et là, il rentre en phase de sommeil paradoxal. Pourquoi est-ce qu'il bascule sur le côté? Eh bien parce que durant cette phase de sommeil, il n'y a plus du tout de tonus musculaire, sauf la respiration. Donc il ne peut plus tenir assis en boule, hop, il bascule sur le côté. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs. Et alors, on l'appelle sommeil paradoxal parce que vous avez un individu qui dort manifestement, mais quand vous enregistrez l'activité cérébrale au niveau du cerveau, c'est une activité cérébrale qui est très proche de l'activité de veille. D'où le terme de paradoxe, un individu dormant, mais a une activité cérébrale importante. Donc, trois grands états, la veille, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Les états sommeil lent et sommeil paradoxal vont se succéder dans cet ordre-là pour former ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Et le sommeil s'organise en effet en cycles, plusieurs cycles qui vont se succéder au cours de la nuit. À l'intérieur d'un cycle, vous avez la succession sommeil lent puis sommeil paradoxal. Ça constitue un cycle. Et puis ensuite, vous avez un deuxième cycle avec sommeil lent, sommeil paradoxal, etc. Là, c'est représenté sous forme d'un schéma. Si on fait une représentation plus scientifique, voilà ce qu'on appelle un hypnogramme, c'est-à-dire une représentation en fonction du temps, du passage de l'individu ici dont on a enregistré le sommeil par différents états, éveil, sommeil lent, léger, intermédiaire, profond, et le sommeil paradoxal. Vous avez ici cet individu qui a éteint la lumière à 22 heures. On a lancé l'enregistrement de sommeil. Il a passé 10 minutes en éveil, il s'est endormi assez vite. Il a commencé par faire du sommeil lent, léger, intermédiaire, puis profond. Il est repassé par du sommeil intermédiaire, il s'est un peu réveillé. Il a refait du sommeil profond et du sommeil intermédiaire, puis il a fait du sommeil paradoxal. Et donc cette succession sommeil lent, sommeil paradoxal définit un cycle. Et vous voyez au cours de la nuit se succéder plusieurs cycles de sommeil. Vous voyez aussi qu'en début de nuit, il y a plus de sommeil profond au sein d'un cycle qu'en fin de nuit. Et en fin de nuit, il y a plus de sommeil paradoxal que dans les cycles de début de nuit. Et cette organisation, elle est importante à la fois à connaître et à préserver. Alors, 2 mots de neurobiologie du sommeil. Encore une fois, j'ai bien conscience que vous n'êtes pas des biologistes et que l'idée n'est pas que vous de vous assommer de notions, mais c'est juste pour vous illustrer le fait que à la fois la veille et le sommeil vont dépendre de l'activation de zones de cerveau différentes, mais donc de l'activation de certaines zones du cerveau. Pour ce qui est des centres de l'éveil, un certain nombre de noyaux qui sont situés sur la base du cerveau, vous avez ici, pardon, j'aurais dû le préciser avant d'aller plus loin, un schéma qui représente le cerveau en coupe, puis ici vous avez le cervelet et puis ce qu'on appelle le bulbe et puis ensuite la moelle épinière qui est ici. Et donc vous avez un certain nombre de zones dans le cerveau qu'on appelle des noyaux cérébraux et qui ont un rôle, des rôles chacun dans le maintien de l'éveil. Et puis vous avez un noyau, un autre noyau, différent de ceux qu'on vient de voir qui jouent un rôle dans l'éveil, qui va jouer un rôle dans l'installation du sommeil lent.
Et donc, c'est l'activité de ce noyau qui va déclencher et permettre le maintien du sommeil lent. Donc, la raison pour laquelle je vous montre ces diapositives, c'est pour illustrer le fait que le sommeil n'est pas un état passif, mais correspond à l'activation de certaines zones particulières du cerveau. Et puis le sommeil paradoxal correspond à l'activation encore d'une autre zone du cerveau qui est très importante pour installer et maintenir le sommeil paradoxal. Et donc l'équilibre entre veille, sommeil lent, sommeil paradoxal va dépendre du bon fonctionnement des noyaux cérébraux responsables chacun de la veille, du sommeil lent, du sommeil paradoxal. Alors ensuite, comment se régule le sommeil? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le sommeil s'installe et se maintient et qu'on dort la nuit et pas le jour, en principe? Alors, vous avez deux phénomènes, deux dimensions, deux volets qui interviennent dans la régulation du sommeil. Une régulation qu'on appelle dans notre jargon de médecin la régulation homéostatique, c'est-à-dire qui va dépendre de la quantité de veille préalable. Vous avez sur ce schéma représenté en fonction du temps ce qu'on va appeler la pression de sommeil. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes frais et dispo, vous n'avez pas sommeil, pour autant que vous ayez passé une nuit de durée normale et de qualité normale. Et puis au fur et à mesure que la journée s'écoule, la pression de sommeil va augmenter progressivement. Et puis dans la soirée, vous allez vous coucher, vous allez dormir, et donc la pression de sommeil va se relâcher. Et donc ça, c'est le facteur homéostatique. Plus on a été éveillé longtemps, plus la pression de sommeil est intense, plus on dort et plus la pression de sommeil se relâche. Le deuxième facteur qui va intervenir, c'est le facteur circadien. Ce facteur, lui, il dépend du moment des 24 heures et il est lié à notre génétique et à notre espèce. Je veux dire par là que l'espèce humaine est un animal diurne qui est actif, est éveillé pendant la journée et qui dort pendant la nuit. Inversement, je parlais du chat tout à l'heure, le chat, les souris, les hiboux sont des animaux nocturnes qui sont réveillés excusez-moi, la nuit et qui dorment le jour. Donc, ils ont un cycle circadien qui est l'inverse du nôtre. Alors, si on approfondit un petit peu chacune de ces deux régulations, donc, on va reparler donc du processus homéostatique. Vous avez ici le même schéma que tout à l'heure. Vous voyez la pression de sommeil qui, à partir du matin, suivant une nuit normale, augmente pendant toute la période de veille, puis se relâche pendant la période de sommeil nocturne. Si vous faites une sieste dans la journée, donc vous commencez votre sieste ici, la pression de sommeil va se relâcher du fait de la sieste. Puis à partir du moment où vous vous réveillez de votre sieste, la pression de sommeil va réaugmenter. Mais du coup, dans la soirée, votre niveau de pression de sommeil va être plus bas que si vous n'aviez pas fait de sieste, évidemment. Et ça, vous le percevez, vous l'avez certainement déjà perçu dans votre vie courante. Et puis donc, de la même façon, vous allez vous coucher, la pression de sommeil se relâche. Et puis, à contrario, vous passez une nuit blanche. Donc là, vous arrivez à ce niveau de pression de sommeil et puis vous n'allez pas vous coucher, vous passez une nuit blanche, vous avez un projet à rendre où vous allez faire la fête. La pression de sommeil monte jusqu'au prochain épisode de sommeil qui va donner l'occasion de relâcher la pression de sommeil. Quand on enregistre le sommeil de quelqu'un qui a eu une nuit de privation de sommeil. Donc, vous avez ici la représentation que vous avez déjà vue tout à l'heure, un hypnogramme, donc le sujet, donc une nuit normale. Il est réveillé, il s'endort, il fait du sommeil lent, puis du sommeil paradoxal, avec du sommeil lent plus abondant en début de nuit et du sommeil paradoxal plus abondant en fin de nuit. En deuxième nuit, qui est une nuit de privation totale, il n'y a pas de sommeil, donc il n'y a pas d'hypnogramme représenté. Et que se passe-t-il la troisième nuit, qui est une nuit de récupération? Eh bien, le sommeil va être plus long, avec davantage de sommeil profond et également davantage de sommeil paradoxal. C'est ce qu'on appelle la nuit de récupération. Donc là, on vient de parler du processus homéostatique qui dépend de la quantité de veille préalable et
donc qui accentue la pression de sommeil. Maintenant, parlons du processus circadien. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un rythme circadien? C'est un rythme qui est organisé autour de 24 heures. Circa, autour, diem, journée, autour des 24 heures. Donc, un certain nombre de constantes physiologiques et des comportements qui vont varier de façon périodique sur 24 heures. Cette variation sur 24 heures, elle concerne tout le vivant, y compris certaines bactéries. Cette variation sur 24 heures des comportements et des constantes physiologiques s'est installée pour, si on voit les choses de façon un peu schématique, pour s'adapter au caractère périodique de notre environnement terrestre, puisque la Terre tourne sur elle-même sur 24 heures. Et cette variation périodique des constantes physiologiques de nos comportements sur 24 heures nous permettent d'anticiper l'alternance jour-nuit. Ces rythmes circadiens sont des rythmes endogènes, c'est-à-dire que même quand on est dans un environnement de lumière, en conditions de lumière constante, eh bien ces rythmes vont se poursuivre. Je vous en donne un exemple. Il y a un certain nombre d'hormones comme ça qui ont un rythme sur 24 heures, autour de 24 heures, notamment une hormone qu'on appelle le cortisol. Si vous mesurez donc l'hormone dans le sang, ici le cortisol, à plusieurs reprises au cours de 24 heures, vous voyez que elle est à son plus haut niveau le matin, elle va décroître dans la journée, puis réaugmenter la nuit, puis redécroître la journée suivante, puis réaugmenter la nuit. Alors vous pourriez me dire, ça c'est peut-être lié à l'exposition à la lumière, le fait que ça oscille comme ça sur 24 heures. Eh bien, si vous laissez l'individu en conditions de luminosité constante, donc il n'y a plus de stimulation par une variation de la lumière, et qu'on continue de faire des dosages de cortisol, eh bien on voit que le cortisol continue d'osciller sur 24 heures. Et donc, c'est bien un rythme endogène, ce n'est pas un rythme qui nous est imposé par l'extérieur. Alors, ce rythme circadien, il est lié à notre horloge biologique interne. Et cette horloge biologique interne, elle est située dans, là encore, des petites structures très spécialisées du cerveau qui se trouvent à la base du cerveau, dans l'hypothalamus, peu importe pour vous. Mais voilà, il y a deux noyaux qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques qui contiennent cette horloge biologique interne et les neurones, donc les cellules nerveuses de ces noyaux vont osciller, leur activité va osciller sur 24 heures pour impulser ce rythme sur 24 heures. C'est ce que je représente sur ce schéma, c'est vraiment le fonctionnement de ces deux petits noyaux qui va donner le rythme à notre corps. Alors, pardon, je passe parce que tout ça est un peu... Alors, en fait, la découverte du rythme circadien, c'est quelque chose de très ancien, puisque ça remonte. La première publication qui décrit... Ah pardon, excusez-moi, il y a mon ordinateur qui fait un couac, là. Voilà. La première publication qui décrit l'oscillation d'un phénomène biologique sur 24 heures remonte à 1729. Un scientifique de l'époque, qui s'appelle Jacques d'Orthos de Méran, décrit l'ouverture et la fermeture des feuilles de mimosa au cours des 24 heures. Et c'est la première description d'un rythme circadien. Les publications se sont accumulées au fil de temps et puis accélérées, et puis à partir de la fin du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, on a montrer que le rythme circadien humain se maintenait en conditions d'isolement temporel, ce que je vous racontais tout à l'heure sur le rythme du cortisol. À la fin des années 1960, donc le début de 1970 à peu près, on a découvert que l'horloge biologique interne était située dans la glande pinéale, et puis après, il y a eu la découverte des gènes responsables du fonctionnement de cette horloge, etc. Alors, je vous disais, le noyau suprachiasmatique sont les oscillations de ce noyau suprachiasmatique qui font osciller notre rythme biologique. Le noyau suprachiasmatique va envoyer notamment des informations dans une autre zone du cerveau qui s'appelle la glande pinéale. Et cette glande pinéale, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'elle produit la mélatonine, qui est une hormone dont vous avez certainement entendu parler, parce qu'on en parle très largement dans le grand public.
Cette mélatonine, elle est produite par la glande pinéale, est libérée dans le sang, et à travers la circulation sanguine, elle va, entre guillemets, donner l'heure de l'horloge biologique à l'ensemble des organes qui constituent notre corps. Et c'est comme ça que notre corps connaît l'heure biologique de notre horloge biologique. Ce noyau suprachiasmatique, il va aussi donner l'heure biologique à plein d'autres systèmes, et notamment le système de l'appétit, et puis d'autres systèmes dans lesquels je ne rentre pas. Alors, cette horloge biologique, elle fonctionne sur 24 heures, mais il faut quand même qu'elle puisse interagir avec l'extérieur, parce que, par exemple, quand vous voyagez, que vous franchissez plusieurs méridiens, vous avez déjà fait l'expérience, vous avez les premiers jours un décalage horaire. À quoi correspond ce décalage horaire? Eh bien, il correspond au fait que votre horloge biologique interne, elle est restée à l'horloge biologique que vous aviez à Paris. Et par exemple, si vous voyagez à San Francisco, elle est encore réglée sur l'heure de Paris alors que vous êtes à San Francisco. Et donc, il y a un décalage entre votre horloge biologique interne qui vous dit, là, il faut manger, là, il faut être actif, là, il faut dormir, et puis votre environnement. Et petit à petit, vous vous adaptez à l'environnement. Le fait qu'il y ait une adaptation à l'environnement, ça dit bien que l'horloge biologique interne est sensible à des donneurs de temps, à des synchroniseurs externes qui permettent d'adapter l'horloge biologique interne à notre environnement. J'espère que je suis claire. Et donc, ces donneurs de temps, de quelle nature sont-ils? Le principal donneur de temps, c'est l'exposition à la lumière et à l'obscurité, l'alternance lumière-obscurité. Et puis, il y a d'autres donneurs de temps qui sont les horaires de prise alimentaire, les horaires d'interaction sociale, le fait de faire du sport, etc., etc. Et donc, notre horloge biologique, c'est un rythme endogène, mais qui est couplé avec le cycle lumière-obscurité. En effet, notre rythme endogène, il n'est pas tout à fait sur 24 heures. La plupart du temps, il est sur un peu plus de 24 heures. Donc, si on n'avait pas un couplage avec une interaction possible avec l'extérieur, eh bien, on serait petit à petit désynchronisé par rapport à notre environnement. Et donc, ce couplage permet la synchronisation avec l'alternance jour-nuit de notre environnement. Ce couplage, donc avec le rythme lumière-obscurité, il passe par une voie nerveuse qui va de l'œil au noyau suprachiasmatique, le fameux là, qui contient notre horloge biologique interne. Et donc, vous avez cette voie que dans notre jargon médical, on appelle la voie rétino-hypothalamique, la rétine, qui va de l'œil au noyau suprachiasmatique interne et qui permet de mettre à l'heure l'horloge biologique interne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un sujet en isolement temporel? Là, vous avez une représentation schématique de son rythme biologique, sommeil, activité. Et donc, voilà, le sujet dort toutes les nuits, et puis il est pendant 7-8 heures, et puis il est actif le reste du temps, dans un environnement normal. Si on le met en isolement temporel, on s'aperçoit que petit à petit, il va se décaler par rapport à l'heure d'horloge, parce que l'horloge biologique interne n'est pas tout à fait sur 24 heures. Et puis, si on remet l'individu dans des conditions naturelles, c'est-à-dire avec notamment l'exposition à l'alternance jour-nuit, eh bien, il se resynchronise avec son environnement et il retrouve des horaires réguliers. Alors, je vais reprendre la situation que je mentionnais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un voyage transméridien? Vous habitez à Paris, donc vous êtes un animal à activité diurne, donc vous dormez la nuit et vous êtes actif la journée. Et la fameuse mélatonine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est notre hormone qui donne l'heure de l'horloge biologique à notre corps, est produite la nuit. Donc cette mélatonine est
indétectable toute la journée, puis sa sécrétion commence en début de soirée, trouve son pic au milieu de la nuit, puis redécroît au cours de la nuit pour être à nouveau basse dans la journée qui suit. Donc votre horloge biologique, dont témoigne le rythme de la mélatonine, est calée sur l'heure de Paris. Vous avez votre pic de mélatonine au milieu de la nuit, sur l'heure de Paris. Vous prenez l'avion et vous partez à San Francisco. À San Francisco, quand il est minuit à Paris, il est 16h, et quand il est 6h à Paris, il est 22h à San Francisco. Vous avez franchi très rapidement plusieurs méridiens, enfin les méridiens qui vous séparent de San Francisco. Vous arrivez à San Francisco, votre mélatonine est toujours produite sur le même rythme. Et donc votre pic de mélatonine est en fin d'après-midi, début de soirée. Et en fait, grâce à l'exposition à la lumière, parce qu'à San Francisco, vous allez mener votre vie habituelle, eh bien, petit à petit, la production de mélatonine va se décaler pour être calée sur l'heure d'horloge, afin de caler votre horloge biologique sur l'heure d'horloge de votre environnement. Alors, qu'est-ce qui peut induire cette horloge biologique? Elle peut être donc un peu manipulée avec nos comportements, et notamment avec des expositions à la lumière tardive, notamment les écrans, ou bien en ayant une activité physique tardive ou une activité intellectuelle tardive. Là, je passe là-dessus. Alors, si on met tout, après avoir longuement parlé de cette horloge biologique, je reviens à la régulation du sommeil en général et au fait qu'on a parlé de la régulation homéostatique et de la régulation circadienne. En fait, ces deux éléments vont s'intriquer pour que le bon moment pour s'endormir, ça soit dans la soirée. C'est-à-dire que vous avez été actif pendant la journée, vous avez accumulé de la pression de sommeil, et par ailleurs, votre horloge biologique vous dit que ça tombe bien, c'est aussi dans la soirée qu'il commence à falloir s'endormir. Et donc, c'est la conjonction à la fois de la régulation homéostatique et de la régulation circadienne qui vous indique le bon moment pour s'endormir, c'est-à-dire dans la soirée, plus ou moins tardivement, selon qu'on est plutôt du matin ou plutôt du soir. Je vais revenir là-dessus après. J'espère que je vous ai toujours avec moi et que je ne vous ai pas perdu. Et justement, c'est une façon différente de représenter ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le voyage transméridien. Eh bien, quand il y a un décalage entre l'horloge biologique, le rythme circadien, et puis nos activités, notre rythme d'activité, eh bien, ça conduit à un inconfort qui est cette sensation de on n'est pas bien, on est fatigué, on a faim pas au bon moment, on n'a pas faim au moment où il faudrait manger, etc. On n'est pas en forme pour fonctionner sur le plan cognitif, etc. Alors, c'est très important de connaître son sommeil, le sommeil de chacun. Chacun, on a un sommeil différent de notre voisin. La durée et le moment du sommeil ne sont pas les mêmes pour tous, parce que notre facteur homéostatique et notre facteur circadien vont être différents pour chacun d'entre nous. Pour les deux composants, la nature de ces deux composants pour chaque individu dépend de facteurs génétiques. Pour ce qui est du facteur homéostatique, la durée du sommeil, vous avez des courts dormeurs et des longs dormeurs. Il y a des gens qui fonctionnent très bien normalement avec 5 heures de sommeil, et puis des gens qui fonctionnent très bien normalement avec 9 heures de sommeil. Donc des courts et des longs dormeurs. De la même façon, concernant le facteur circadien, c'est-à-dire le moment du sommeil, eh bien, vous avez des individus qui sont du matin, je me couche tôt mais je me lève tôt, et c'est ça, et c'est comme ça que je fonctionne bien. Et puis vous avez des individus du soir, je me couche tard mais je me lève tard, et c'est comme ça que je fonctionne bien. Et donc pour vous connaître, qui suis-je sur le plan de votre chronotype, de votre fonctionnement du rythme veille-sommeil, eh bien, il faut vous observer quand vous êtes en vacances, en dehors de toute obligation socio-professionnelle et socio-familiale. Évidemment, je ne parle pas de vacances à Ibiza,
Je parle plutôt de vacances chez vos grands-parents. Voilà. Une fois que vous avez éclusé votre dette de sommeil, à quelle heure vous vous endormez spontanément? À quelle heure vous vous réveillez spontanément? Et combien de temps donc, et le fait de savoir à quelle heure vous vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez, ça vous permet de savoir si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir. Et ça vous permet aussi de connaître la durée de sommeil qui est la vôtre. Alors, quand on regarde la quantité, la durée de sommeil et le moment de sommeil entre les individus, la majorité des individus en termes de durée de sommeil a besoin de 7-8 heures. Mais comme je vous le disais, il y a des individus qui fonctionnent très bien à 5 heures ou à 6 heures. Il y a des individus qui ont besoin plutôt de 9 heures. Et puis pour ce qui est du chronotype circadien, la plupart d'entre nous sommes de chronotype intermédiaire, mais vous avez des gens qui sont du matin et puis des vrais du matin, c'est-à-dire ils s'endorment à 21 heures, ils se réveillent à 4 heures, et puis d'autres qui sont vraiment du soir, qui font 3 heures, 13 heures par exemple, 3 heures du matin, 13 heures. Alors la durée, le moment de sommeil, au-delà de ces considérations sur notre génétique à la fois homéostatique et circadienne, vont aussi dépendre de l'âge. Évidemment, vous avez certainement remarqué que les bébés et les adultes ne dorment pas de la même façon, à la fois en durée et en moment de sommeil dans la journée. Alors vous l'avez compris, à chacun son sommeil. À la fois en durée et en moment de sommeil. Néanmoins, il y a quelque chose qui est conservé pour tout le monde, c'est la durée cumulée du sommeil lent profond, c'est-à-dire le stade N3 du sommeil lent. Tout le monde se retrouve, qu'on soit court dormeur ou gros dormeur, on a environ tous entre 90 et 110 minutes de sommeil lent profond, cumulé sur la nuit. Alors là, j'ai fini de vous décrire le sommeil et ses régulations, et on va aborder dans les diapositives qui suivent les fonctions du sommeil. Alors, les fonctions du sommeil, c'est restaurer, c'est évidemment très schématique, hein, mais c'est très vrai néanmoins, c'est restaurer ce qui a été consommé pendant la veille précédente, afin de préparer la veille du lendemain. Et donc le sommeil, hein, c'est une fonction physiologique qui occupe en gros 7-8 heures sur 24 heures, c'est-à-dire un tiers de notre vie. Et donc c'est une fonction physiologique majeure pour qu'elle occupe autant de temps. Et effectivement, le sommeil va intervenir dans toutes les grandes fonctions. Les fonctions hormonales, c'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance est produite, et c'est ce qui fait grandir les enfants. Et puis à l'âge adulte, on continue de produire de l'hormone de croissance, et ça intervient dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Donc par exemple, vous avez entendu parler d'une maladie qui s'appelle le diabète, où le taux de sucre dans le sang n'est plus adapté. Et bien, cette régulation dépend entre autres de l'hormone de croissance. Or, l'hormone de croissance est produite pendant le sommeil. C'est pendant le sommeil donc aussi que la glycémie va être régulée. Et donc, à titre d'exemple, eh bien, quand le sommeil est perturbé, enfin, plus exactement, pardon, je rembobine, un enfant qui casse sa courbe de croissance, c'est-à-dire qui tout d'un coup se met à ne plus grandir, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que son sommeil est préservé. Donc, je disais, le sommeil est très important pour les grandes fonctions hormonales. J'en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres. Il est très important pour les fonctions cardiovasculaires. Pendant le sommeil, le système cardiovasculaire se met au repos, le cœur se met au repos, les vaisseaux sont moins stimulés. Et inversement, à contrario, quand le sommeil est perturbé, eh bien ça provoque au long terme des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les infarctus, etc. Le sommeil est très important pour nos fonctions immunitaires. Et pour illustrer le propos, il y a plein d'expériences qui ont montré qu'en cas de dette de sommeil, eh bien, par exemple, la réponse à la vaccination était moins bonne, la réponse immunitaire à la vaccination est moins bonne.
Il y a aussi tout un corpus de travaux scientifiques qui ont montré que quand le sommeil était perturbé, la défense vis-à-vis des infections était moins bonne. Donc le sommeil joue un rôle essentiel dans les fonctions immunitaires. Et puis, le sommeil joue un rôle essentiel dans les apprentissages, tant dans ce qu'on appelle dans notre jargon la mémoire déclarative, c'est-à-dire de savoir raconter une histoire, de se rappeler de ce qui s'est passé hier, de connaître, de se rappeler des règles qu'on a apprises, que ce qu'on appelle la mémoire exécutive, les fonctions exécutives, faire du vélo, nager, parler une langue étrangère. Et on sait que le sommeil et l'intégrité du sommeil est essentielle pour ces fonctions de mémoire. Vous l'avez certainement aussi expérimenté vous-même. Le sommeil est essentiel pour l'humeur. Quand on est en dette de sommeil, on est ronchon, on est grognon, on a des sautes d'humeur. Et puis pour la régulation des émotions, le sommeil est essentiel. Là aussi, il y a tout un corpus de travaux qui montrent que la dette de sommeil s'accompagne d'une dysrégulation des émotions, d'une anomalie, d'une perturbation de la régulation des émotions. Alors, je l'ai dit en creux, mais je vais le redire, je le reformule. Comment est-ce qu'on sait que le sommeil joue un rôle dans toutes ces fonctions? Eh bien, c'est à travers des expériences, soit de privation de sommeil, soit d'extension de sommeil. Il y a les travaux scientifiques, donc soit on met en dette de sommeil, au lieu de laisser les gens, les sujets qui participent à l'expérience dormir de façon habituelle, on les prive d'1 heure, 2 heures, 3 heures de sommeil, plusieurs jours d'affilée, ou même une nuit parfois. Et puis le lendemain, on regarde ces grandes fonctions métaboliques, physiologiques ou ces fonctions cognitives. Et on a montré donc que la perturbation du sommeil s'accompagnait de dégradation de toutes ces fonctions. Et puis, à contrario, et c'est particulièrement vrai pour les fonctions cognitives et pour les grandes fonctions hormonales, il y a des expériences d'extension de sommeil, c'est-à-dire qu'on met les sujets d'expérience dans le dispositif expérimental et on les laisse au lit, par exemple, 10 heures au lieu de 7 heures. Et donc, de fait, comme ils s'ennuient, ils dorment un petit peu plus. Et bien, ces expériences d'extension de sommeil montrent que les fonctions hormonales s'améliorent, que la mémoire, les apprentissages s'améliorent et la régulation de l'humeur et des émotions également. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je pense que toute la partie de ce cours que je fais aussi dans le cadre d'enseignement des nutritionnistes là, ne vous concerne pas sur l'obésité, mais je présente dans cette partie du cours, de ce topo, de façon plus détaillée les liens entre sommeil et fonction hormonale, juste pour illustrer, pour approfondir un tout petit peu plus le sujet. Les expériences de privation de sommeil ou de dette de sommeil partielle ont permis de montrer qu'en 5 jours, donc quand vous prenez en 5 jours, vous amenez les sujets à développer un profil prédiabétique. 5 jours, c'est très court et je pense que dans cet amphithéâtre où vous êtes nombreux, beaucoup d'entre vous se mettent en dette de sommeil sur 5 jours, sur votre semaine universitaire. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas en dette de sommeil sur 5 jours. Eh bien, en 5 jours, si on vous faisait des prises de sang, vous auriez un profil prédiabétique. Ce qui est on a également fait des expériences où on met des jeunes adultes comme ça en dette de sommeil sur 5 jours et puis on compare ce qui se passe par rapport à un groupe de jeunes adultes également sans problème de santé qui ne sont pas en dette de sommeil et on regarde comment ils se comportent par rapport à la prise alimentaire. Eh bien, la dette de sommeil induit des comportements alimentaires avec une appétence plus élevée pour les aliments gras, sucrés, etc., pour la junk food. Et puis aussi, il y a eu toute une série d'expérimentations qui ont montré qu'à quantité de nourriture et de calories équivalentes absorbées, quand on est en dette de sommeil, la prise de poids est plus importante que quand on n'est pas en dette de sommeil. Donc la dette de sommeil est vraiment un facteur qui favorise l'obésité. De la même façon, si on s'attarde si on revient sur mémoire, apprentissage
créativité, humeur et émotion, eh bien, il y a tout un énorme corpus de travaux scientifiques qui ont utilisé de la même façon. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, j'insiste dessus, parce que je pense que c'est vraiment essentiel pour vous de préserver votre sommeil. Il y a un énorme corpus scientifique qui montre que quand on est en dette de sommeil, eh bien, mémoire, apprentissage, humeur, émotion, créativité fonctionnent moins bien. Et quand on est en préservation du sommeil ou en extension de sommeil, tout ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, je passe tout ça pour en arriver à la conclusion. Hop. Non, après, c'est plus pour vous. Donc, je vais conclure, et je suis désolée, je n'ai pas de diapositive de conclusion, je ne crois pas, je vérifie tout de suite. Et je vous demande de me pardonner, mais il y avait eu un... tac, est-ce que... Donc, si, pour conclure et sans diapositive, je vais arrêter le partage d'écran pour revenir. Voilà, j'ai arrêté le partage d'écran. Donc, si on se résume, le sommeil n'est pas un processus passif, mais c'est un processus actif qui va impliquer différentes zones de votre cerveau. La préservation du sommeil, enfin, la préservation du sommeil va reposer sur deux éléments qui sont la régulation homéostatique, c'est-à-dire la pression de sommeil, la veille préalable, et la régulation circadienne. Et c'est le bon alignement de ces deux régulations qui font que vous avez un sommeil de bonne qualité. À cet égard, le troisième bullet point, c'est il est très important de vous connaître, et donc de vous connaître sur votre facteur homéostatique, quelle est la durée spontanée de votre sommeil, et de vous connaître sur le moment de votre sommeil. Est-ce que vous êtes plutôt un oiseau du matin ou un oiseau de nuit? Pourquoi est-ce que c'est important de vous connaître? Eh bien parce que, et c'est le dernier point qui est essentiel, c'est important de vous connaître parce que c'est important de préserver votre sommeil, à la fois pour votre santé physique et pour votre fonctionnement cognitif et votre santé mentale. Voilà, je suis disponible pour vos questions et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant. Avez-vous des questions? Je suis prête à vous relayer le micro. Pas de questions pour l'instant, pas de main qui se lève, si? Bonjour. Par exemple, on voit que par exemple, pour une personne, son sommeil, on va dire, adéquat, c'est 7-8 heures. Mais que pourtant, elle dort ces 7-8 heures, mais elle a comme un sentiment de fatigue constant dans la journée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Alors la fatigue, c'est un symptôme qui a plein de dimensions. Il y a une dimension, bien sûr, le sommeil va intervenir, la qualité du sommeil va intervenir dans la notion de fatigue. Et donc, quelqu'un qui se réveille fatigué, il faut se demander si la qualité du sommeil est bonne, si le sommeil n'a pas été perturbé et il peut y avoir des pathologies du sommeil, et c'est bien pour ça que je suis médecin du sommeil. Donc, il faut se demander si au cours du sommeil, il n'y a pas des pathologies. Mais la fatigue en elle-même, c'est comme j'ai commencé par dire que c'était quelque chose de multifactoriel, parce qu'il y a une dimension physique dans la fatigue, mais il y a aussi une dimension psychique. Et donc, le fait d'avoir une pression psychique importante, du stress, parce qu'on doit rendre un projet, parce qu'on a des pressions de rendu de résultats, etc. Rien que ça en soi, ça peut fatiguer. Mais pour revenir au cœur de votre question, qui est si quelqu'un se réveille fatigué,
Après, ça va être le rôle de son médecin traitant ou d'un médecin du sommeil, si on va jusqu'à faire une consultation spécialisée, de s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie dans le sommeil qui explique que le sommeil ne soit pas réparateur. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'amphithéâtre ? Alors, pendant que vous réfléchissez ou pendant que le micro se promène, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de question sur est-ce qu'il est possible de récupérer… Ah je vois qu'il y a une question. J'attends la question alors. Bonjour. Alors, Bonjour. par rapport au cycle du sommeil, est-ce que le fait de se réveiller pendant un sommeil profond, un sommeil paradoxal, ça impacte sur la qualité du sommeil de la journée ? Alors, vous rappelez peut-être dans les hypnogrammes que j'ai montrés pour illustrer la succession des sommeils lents, sommeils paradoxaux et la succession des cycles de sommeil. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas rare à la fin de chaque cycle de sommeil d'avoir un éveil assez court. Donc c'est normal de se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil. Enfin, ça n'est pas anormal de se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil. Et donc quand on se réveille à la fin d'un cycle de sommeil, on se réveille en sortant soit directement du sommeil paradoxal, soit en sortant du sommeil lent léger. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas ce sentiment que je vais qualifier d'ivresse de sommeil ou d'inertie de sommeil où on a du mal à sortir du sommeil. Inversement, si pour une raison extérieure, vous avez été réveillé au milieu du sommeil profond, vous allez ressentir justement cette difficulté à sortir du sommeil, ce que je qualifie d'ivresse de sommeil ou d'inertie du sommeil. C'est plus difficile, entre guillemets, de passer du sommeil profond, le stade M3, à l'éveil, que du sommeil léger ou du sommeil paradoxal à l'éveil. Voilà, on se sent. D'ailleurs, vous l'avez peut-être ressenti le matin quand votre réveil sonne. Selon l'heure à laquelle il sonne, c'est plus ou moins facile de sortir de votre lit. Hein, et typiquement, quand vous avez beaucoup de mal à émerger du sommeil, c'est probablement parce que vous étiez préalablement dans du sommeil profond. Moi, j'aimerais aussi poser une question. Vous avez évoqué au cours de la conférence qu'en fonction des individus, on a un besoin naturel entre 6 heures et 9 heures de sommeil. Que se passe-t-il si on n'est pas en capacité à dormir autant qu'on en aurait besoin parce qu'on sort, qu'on va se coucher plus tard ou parce qu'on a du travail, qu'on a un projet à terminer et qu'on doit quand même se lever le lendemain matin pour être au travail ou en cours. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à se régénérer par le sommeil autant qu'on aurait besoin? Eh bien, il se passe tout ce qu'on a vu dans les dernières diapositives de cette présentation, c'est-à-dire tous ces retentissements à la fois sur les grandes fonctions physiologiques, la régulation de la pression artérielle, de la glycémie, du poids, etc. Et puis toutes les fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'on est en dette de sommeil et la dette de sommeil s'accompagne d'un retentissement à la fois somatique, c'est-à-dire sur le fonctionnement du corps, et puis cognitif, cérébral, thymique, etc. La dette de sommeil est quelque chose de très néfaste dans toutes ces dimensions-là. Alors la question d'après, c'est est-ce qu'il est possible de récupérer? C'est-à-dire, je me mets en dette de sommeil toute la semaine et puis je vais dormir davantage le week-end. Est-ce qu'on récupère? On récupère, mais en partie seulement. C'est-à-dire que si on est en dette de sommeil de façon chronique, semaine après semaine, mois après mois, année après année, eh bien, ça a inévitablement des conséquences, à la fois dans toutes les dimensions que je vous ai montrées. C'est-à-dire, on a par exemple l'épidémie d'obésité de ces dernières décennies. Elle est liée à plein de choses, mais aussi clairement liée au raccourcissement de la durée de sommeil au cours des 40 dernières années. On a perdu 2 heures de sommeil par rapport aux gens des années, à nos grands-parents et nos parents des années 1950. On a perdu 2 heures de sommeil aujourd'hui. Donc obésité, conséquences cardiovasculaires, et puis moins de souplesse dans le fonctionnement cognitif, moins de souplesse dans moins de créativité. Enfin, tout ça est très bien montré. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi dans la dette de sommeil,
Là, je vous ai parlé des conséquences un peu moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on ne le mesure pas et puis ça s'installe de façon très progressive, donc on n'en prend pas conscience. En revanche, il y a quelque chose qui est très important dans la dette de sommeil, c'est la somnolence. C'est-à-dire que quand on dort pas assez, dans la journée, notre cerveau il a envie de dormir, donc on est somnolent. Et il y a une augmentation mais majeure du risque d'accident. Et la somnolence est la première cause d'accident mortel de la route. Donc finalement, pour gérer la dette, c'est un peu comme pour notre compte bancaire. Il faut éviter de se mettre dans le rouge. Exactement. Alors après, évidemment, c'est très compliqué comment dire, d'accorder les rythmes de vie imposés, etc. Mais c'est à chacun d'être très vigilant. Et puis je dirais qu'il y a aussi une question sociétale et politique autour de la préservation du temps de sommeil. Si le thème vous intéresse, il y a notamment un bouquin qui s'appelle 7-7-24-24 qui analyse en fait, alors là je vais avoir un propos un peu politique et je vous en demande de m'en pardonner à l'avance parce qu'on n'a pas forcément les mêmes opinions, mais qui analyse la société capitaliste, la société capitaliste à l'aune de, eh bien on exploite l'individu, y compris dans son sommeil, c'est-à-dire que maintenant, on a instauré des rythmes de travail 24-24, 3-8, et puis maintenant avec les réseaux Internet, etc., tout fonctionne en permanence. Mais du coup, ça impose, entre guillemets, de mettre l'individu en dette de sommeil et de mettre chaque individu en situation de risque, à la fois sur le plan de sa santé physique et de sa santé mentale, et de son fonctionnement intellectuel. Bonjour, moi ma question, il semblerait qu'en école d'architecture, on manquera nécessairement de sommeil malgré notre bonne volonté. Et moi, je voudrais vous demander, quels conseils pourriez-vous nous donner pour rester en bonne santé malgré ça? Eh bien, c'est de... je pense que c'est la seule et unique fois où je vais intervenir chez vous parce que je vais faire hurler vos responsables de cours. C'est de faire pression sur l'équipe pédagogique pour vous aider à ne pas vous mettre en dette de sommeil. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Hein. C'est comme si je disais il faut imposer à un employeur de ne pas exiger une rentabilité. Donc, quel conseil je peux vous donner? D'abord, contrairement, enfin, une veille d'examen ou quelques jours avant l'examen, ne vous mettez pas en dette de sommeil parce que vos performances cognitives seront moins bonnes. Au contraire, les périodes qui précèdent les examens, il faut préserver son sommeil. Parce que c'est comme ça que vous apprendrez mieux et que vous retiendrez mieux. Ensuite, quand vous êtes bloqué sur un problème, et c'est y compris des éléments qui font appel à la créativité, plutôt que de vous acharner et à rester réveillé et à boire le 45e café des 48 dernières heures, eh bien, allez vous coucher, parce que très souvent, comme le sommeil est un moment où se met en œuvre ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire toutes les connexions neuronales, tout ce qui est inutile se déconnecte, ce qui est utile se renforce, bref, tout le cerveau se remodèle pendant le sommeil. Il n'est pas rare, tous les grands créatifs disent, après avoir dormi, il s'est passé un truc, j'ai trouvé la solution. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite sieste pour vous recharger les batteries, retrouver un petit peu d'allant, de créativité, etc. Ensuite, quand vous avez une période comme ça de dette de sommeil aigu parce que vous avez dû rendre un projet et puis pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, vous avez très peu dormi, après, préservez votre sommeil. C'est-à-dire vous donnez le temps de récupérer. Vous allongez votre sommeil, vous faites un peu de sieste, etc. Voilà. Oui, tout à l'heure, je vous indiquais qu'un début de la conférence, c'était de vous armer pour résister effectivement à la pression pédagogique que vous pourrez avoir ou pression de travail que vous pouvez avoir. Je crois que ça vient d'être dit, on est tout à fait en osmose avec ce qu'il vient de dire, en disant faites pression sur vos équipes pédagogiques. Voilà, je pense qu'il va y avoir un travail, il y a un travail de longue date engagé par l'administration, les instances de l'école, les élus étudiants, une partie de corps enseignants. Maintenant, c'est effectivement à nous de tous travailler sur nos rythmes pédagogiques, nos moments pédagogiques. On a beaucoup travaillé sur le calendrier, on a beaucoup travaillé sur les demi-journées libérées. Il va falloir que vous, de votre côté, vous
fassiez également votre part du travail, si je puis dire, en quelque part résistant à une pression qui pourrait être contradictoire à cette politique. Alors, si je puis me permettre d'ajouter à ce commentaire, hein, je plaisantais quand je disais que l'équipe pédagogique n'allait pas forcément être contente de ce que j'allais dire. Bien sûr que je suis consciente que les équipes pédagogiques ont à cœur de préserver le bien-être étudiant. De toute façon, c'est un facteur majeur de réussite. Mais pour continuer d'illustrer le propos, je ferai le parallèle avec les étudiants en médecine. Hein. Vous avez peut-être entendu dire que les internes en médecine, enfin c'est une population qui est un peu comme vous, est très en dette de sommeil. Il y a les gardes, on leur demande beaucoup aux internes d'être sur le pont en permanence, etc. Et du coup, c'est une population qui est tentée d'utiliser des substances pour maintenir l'éveil. Alors le café, c'est la moins pire. Puis après, il y a des substances pharmacologiques plus ou moins licites qu'on peut être tenté d'utiliser pour tenir. C'est vraiment pas la bonne façon de répondre. La bonne façon de répondre, c'est d'anticiper son planning, de s'organiser pour pouvoir éventuellement faire face à des périodes où on sait que de toute façon, on aura un petit peu de dette de sommeil, de bien s'organiser pour récupérer derrière. Parce que la dette de sommeil et l'utilisation de produits de produits éveillants, et encore une fois qu'ils soient licites ou illicites, c'est pas bon pour la santé. Les produits éveillants, on les utilise en médecine dans certaines pathologies, et là, la balance bénéfice-risque est en faveur de l'utilisation de ces produits, dans le cas des narcolepsies, des hypersomnies, enfin bref, encore une fois, dans le cas de pathologie du sommeil. Mais dans le cas de la dette de sommeil, la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de l'utilisation de produits supplémentaires. Donc, vraiment, le message, et c'est le dernier bullet point, en gros, en gras, en Times 54, c'est apprenez à utiliser tous les trucs que je vous ai donnés là pour vous connaître et gérer et anticiper votre rythme veille-sommeil au mieux. Bonjour. J'avais une question plutôt sur les rêves. Est-ce que ça signifie quelque chose quand quelqu'un est absolument incapable de se souvenir de ses rêves ? Alors, si j'étais psychanalyste, freudienne ou lacanienne, je vous répondrais, c'est très signifiant, mademoiselle, allongez-vous, on va en parler, racontez-moi allongez-vous sur le divan là et racontez-moi tout. Mais plaisanterie mise à part, il y a des personnes qui se souviennent absolument pas de leurs rêves, d'autres personnes qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, tellement qu'elles viennent consulter en disant « j'en peux plus, docteur, je rêve trop, ça me fatigue ». Ça n'a pas de signification pathologique en soi, sauf si ça a un retentissement dans la journée. Donc le fait de ne pas se souvenir de ses rêves n'a pas de signification particulière. Et un individu qui dit « je ne me souviens pas de mes rêves, donc je ne rêve pas », c'est faux, tout le monde rêve. Le rêve, en fait, le rêve, c'est le terme, le terme courant. En réalité, en médecine et recherche autour du sommeil, on parle d'activité mentale pendant le sommeil. Et donc, quand on veut connaître l'activité mentale dans le sommeil, on fait de la collecte de rêves, d'activité mentale, en réveillant le sujet à différents stades de sommeil. On surveille le sommeil grâce aux enregistrements de sommeil, et puis on sait quand il est en stade 1, en stade 2, en stade 3 ou en sommeil paradoxal. On réveille dans ces différents stades et on demande au sujet de nous raconter ce à quoi il pensait pendant cette période-là. Et on obtient toujours un récit de rêve, en fait. Le fait de ne pas se souvenir de ses rêves, c'est parce qu'en fait, ce souvenir-là est extrêmement labile, extrêmement fugace. Mais on rêve toujours. Merci beaucoup. On va conclure sur cette notion de rêve. Ça nous laisse de belles perspectives. Un grand merci, Marie-Pierre Dorteau, pour votre intervention. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Avec toutes mes excuses encore pour le couac sur le rendez-vous. Pas de problème. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous tous. De l'autre côté, on va poursuivre notre matinée, notre journée dédiée à la santé avec la suite du programme dans un instant avec nos différents intervenants que je vois d'un côté et de l'autre. Au revoir. Merci.